Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire. Nous sommes tout près du littoral cette semaine à Aigues-Mortes pour bien sûr faire une visite des remparts qui sont juste derrière nous et de la tour de Constance. Mais nous allons également vous proposer un tour et une visite au Salin du Midi ainsi qu'une exposition La Bovine dans tous ses états. Voilà l'essentiel du sommaire de ce territoire de cette semaine. Bonne balade en notre compagnie, c'est parti pour ce nouveau territoire. Nous sommes au point de départ de la récolte entre guillemets du sel puisque nous sommes plein bord de mer là. Tout à fait. Alors, pas le point de départ de la récolte, mais le point de départ de la production. Alors, nous sommes dans un endroit ici qu'on appelle le point d'entrée des eaux de mer. Et comme vous pouvez le voir, ce point d'entrée est constitué d'un canal qui est relié à une station de pompage dans laquelle passent en moyenne par an 50 millions de mètres cubes qui vont alimenter les 10 000 hectares de sel de partènement et de surface du Salin d'Aigues-Mortes. Donc c'est la base de fonctionnement ces canaux qui L'eau de arrivent. mer que l'on pompe ici, qui passe sous la passerelle sur laquelle nous nous trouvons, est à une saturation à peu près de 30 grammes litre, une concentration en chlorure sodium, pour arriver sur les tables salantes, quand on verra tout à l'heure, à une concentration de 10 fois plus élevée, c'est-à-dire 300 grammes litre. Alors, comment ça se passe techniquement pour récolter le sel On attend l'évaporation de l'eau de mer. Alors tout d'abord, avant la récolte, il y a effectivement la production. Et la production, ça va être une circulation de ces eaux sur les 10 000 hectares de sel de surface de cristallisation. Et en quelque sorte, on va, tout en contrôlant le mouvement des eaux, mais laisser faire la nature pour arriver sur les cristallisoires. Alors les cristallisoires, ce sont les parties où l'on récolte le sel qui ont, eux, une surface d'environ 400 hectares. Voilà. Et cette récolte de sel qui a lieu généralement à partir du mois d'août se fait à l'aide de machines de style de moissonneuse-batteuse sur lesquelles on remplace les fourches à l'avant par une lame qui soulève la croûte de sel. Combien de tonnes sont produites? Est-ce que vous approvisionnez toute la France d'ailleurs? On approvisionne effectivement une partie de la France, on approvisionne une partie, on vend également le sel à l'export. La moyenne en gros c'est en 300 000 tonnes de sel de mer par an. Voilà. En ce qui concerne les terres, donc c'est toute cette superficie là d'hectares, elle appartient au Salin ou? Alors c'est effectivement la principale difficulté parce que ça appartient au Salin. Bon, ici nous sommes en bordure maritime, hein. Il y a une partie effectivement qui appartient au maritime, mais sinon tout le reste que vous voyez derrière ou devant nous, les 10 000 hectares appartiennent à la compagnie des Salins du Midi. Et la principale difficulté pour nous, c'est de gérer effectivement tout cet espace qui est très riche en faune et en flore. Vous êtes tenu justement de préserver cette faune et cette flore? Alors, non seulement on est tenu, mais on se doit effectivement, parce que, bon, comme vous pourrez le constater, notre sel est un sel purement naturel, et on se doit effectivement de préserver ce milieu naturel pour arriver à faire un produit de qualité et un produit naturel. Alors il y a plusieurs qualités de sel, hein. On a la fleur de sel et le sel qu'on dit de table usuel. Quelle est la différence pour le récolter? Alors, il y a deux choses. Vous avez la production du sel, et ensuite vous avez la fleur de sel.
Bon, la production de sel, le sel en lui-même, le sel c'est une évaporation, comme je vous ai dit, des saumures saturées qui constitue une couche de entre 10 et 12 voire 15 cm les très bonnes années. Et ensuite il est décliné en plusieurs qualités de sel. Vous avez le sel en grain, vous avez le sel humide, vous avez le sel fin. À partir de là on peut faire également des pastilles de sel pour les adoucisseurs, on peut faire des pastilles pour les piscines également, parce que vous savez que maintenant on peut traiter les piscines justement avec des pastilles de sel. Et puis ensuite, vous avez le sel de la consommation humaine à la marque La Baleine, les sels de Camargue que vous connaissez également aussi, avec une nouvelle gamme qu'on envisage de sortir très prochainement. Justement, une gamme qui se rapproche justement de cette image de nature et image de grands espaces. Mais vous avez également la fleur de sel. Alors c'est un produit, la fleur de sel c'est quoi? C'est un peu ce qu'on appelle nous le caviar du sel. C'était à l'époque la qualité de sel qui était récoltée un peu et gardée précieusement par les sauniers étant les agriculteurs et les agriculteurs du Salin. Et cette fleur de sel, elle ne se fait pas en permanence, elle se fait à une certaine période de l'année, c'est-à-dire au moment où on a les gradients de température qui sont bien mis en évidence à une certaine période. Les gradients de température, c'est les températures entre le jour et la nuit, de manière à favoriser une cristallisation qui se fait à la surface de la saumure. Et c'est cette cristallisation qui contribue à faire la fleur de sel. Voilà. Donc on récolte cette fleur de sel avant qu'elle ne coule, parce que si elle coule, elle se récolte elle cristallise avec les grains de sel qui est au fond. Et l'intérêt justement de cette fleur de sel, c'est que ce sont des petits cristaux qui permettent justement de la différencier du sel classique qu'on a l'habitude de voir sur les tables. Voilà. Et techniquement, pour les autres sels, puisqu'on a du gros sel et du sel fin, est-ce que c'est ici que ça se passe, la séquence de broyage du sel? Le sel, il y a une élaboration, ce qu'on appelle une élaboration primaire du sel. Quand il est récolté, il est lavé, bien entendu, pour le séparer de ses insolubles. Bon, bien qu'à l'origine, il est bien sûr naturellement blanc, mais on le lave. On le lave quand même pour le débarrasser de quelques impuretés qu'il peut avoir. Et ensuite, il est broyé. Il est broyé et ensaché en fonction de la granulométrie que l'on veut. Et pour le sel fin, il est broyé, bien sûr, séché et broyé. Ensuite, on ajuste la granulométrie là aussi et il est conditionné tel quel. Voilà. Et le stockage, lui, se fait à l'air libre, parce qu'on a vu de grosses montagnes de sel là, quand on arrive à l'entrée des salins. Alors les montagnes de sel, oui, que vous appelez, ce sont des camels. On appelle ça des camels de sel. Et le stockage dès la récolte se fait effectivement à l'extérieur, comme vous avez pu le voir. Et quand on reprend le sel pour le conditionner, il est repris et le lavage se fait. Il y a un premier lavage qui se fait à la récolte avant de le mettre en camel. Et vous avez ensuite un deuxième lavage qui se fait et essorage qui se fait avant de rentrer à l'usine pour être élaboré, conditionné. Combien de personnes travaillent sur l'exploitation des salins du Midi? Ici, vous avez en gros 210 personnes sur le salin d'Aigues-Mortes. On va aller faire un petit tour alors, hein, parce qu'on a de quoi visiter. Là, on a beaucoup de chemin à faire. Ah oui, on y va. On a parcouru quelques kilomètres de piste, hein, pour se trouver. Expliquez-nous ce qu'on a derrière nous. Mais derrière nous, ce qu'on a, ce qu'on appelle des martelières, nous. Ce sont des vannes, vous voyez, qu'on manipule de manière tout à fait manuelle. Et ces vannes nous permettent à écouler les eaux, ou d'une part les faire rentrer, ou alors les faire évacuer, les faire circuler à travers le salin. Alors il y a des différences de niveau qui favorisent effectivement cet écoulement, ou alors on a des endroits, en se rapprochant un peu plus vers les parties de cristallisation, qui sont équipés de pompes. Voilà. D'accord. Alors manuellement,
On tourne Une crémaillère tout simplement, vous voyez, une crémaillère avec une manivelle et on monte la vanne qui est constituée de bois tout simplement. Et là vous voyez comme l'eau circule, on est en train effectivement de faire circuler. C'est le moment où on régénère un peu le salin. Vous voyez, bon, normalement on en a comme ça là-bas. On en a sur l'ensemble du salin. Et ils sont constitués de petits chevrons. Et ces chevrons nous donnent la hauteur mesurée précédemment. Donc quand les sauniers font le tour du salin et vérifient justement la hauteur, et ils règlent la hauteur des martelières en fonction du niveau désiré dans les endroits précis. Alors c'est un pluviomètre devant nous, Gérard. Voilà, nous sommes devant un pluviomètre. Ce pluviomètre nous permet on en a plusieurs dispersés un peu sur le salin comme ça. Et ce pluviomètre nous permet de mesurer la quantité d'eau qui peut tomber par précipitation. Étant entendu que l'eau douce, bien sûr, n'est pas un élément favorable à l'évaporation du ciel. Il y a la cristallisation du ciel, il faut qu'on la fasse disparaître aussitôt qu'elle est tombée. Voilà. La pluie n'est pas votre ami. Non, c'est le soleil et le vent. Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight. On va parler de l'aspect touristique des salins, puisque les salins peuvent être visités via ce petit train derrière nous. Comment ça fonctionne donc pour les touristes qui se passent la visite? Le site est ouvert effectivement à ce qu'on appelle au tourisme industriel. À savoir que bon, ils peuvent venir visiter du mois de mars à peu près à cette période jusqu'à fin septembre. Les personnes viennent et profitent justement du petit train qui a un côté un peu ludique au niveau de la balade, et profitent, font le tour des tables salantes du salin où on leur explique la production du sel de mer. Voilà. Et en moyenne, on reçoit par an 50 000 visiteurs par an. Dans le contexte actuel, le petit train se prend sur le site ici, via un convoyage qui est fait par un bus depuis les remparts d'Aigues-Mortes, mais on envisage effectivement de modifier ce système de transport et de le simplifier pour le touriste. Voilà. Qu'ils viennent directement sur le site et puissent profiter au mieux de la balade et de la visite. Exactement, pour qu'ils puissent venir directement sur le site et pouvoir embarquer aussitôt. Donc le touriste peut visiter la boutique derrière nous avec des explications, même une vidéo explicative et puis un petit tour après en train vers les tables. On a ce qu'on appelle un musée, un écomusée. Et dans ce musée, on a l'historique un peu de la compagnie, avec un historique sur les emballages, l'histoire du sel et quelques effectivement souvenirs et surtout et bien évidemment du sel à la vente. À la fin de notre périple, nous sommes partis de l'eau bleue de la mer et on arrive ici avec de l'eau rose derrière nous. C'est magnifique. Oui, c'est effectivement très, très joli. Il y a une nuance de couleur qui est magnifique à regarder. Cette eau qui a traversé une grosse partie du poumon de la Camargue, pour justement se teinter de ce rose. En fait, ce rose, c'est dû à une algue monocellulaire qui se développe dans l'eau salée. Cette algue est prélevée pendant un certain temps par une crevette microscopique qu'on appelle l'Artemia salina. Et cette Artemia salina, au bout d'un moment, c'est-à-dire quand l'eau arrive à une certaine concentration, la saumure arrive à une certaine concentration, elle meurt et il y a une prolifération de l'algue. Ce qui fait que c'est cette prolifération d'algues qui provoque la coloration de l'eau salée. Et cette algue, en partie, les flamants roses s'en nourrissent également. C'est un peu pour ça aussi qu'ils sont colorés en rose. Voilà. C'est ce que j'allais vous dire, c'est ce qui donne la couleur rose à nos beaux flamants roses. Exactement. Merci Gérard pour cette balade, c'était très agréable.
Tout le plaisir était pour moi, merci bien. Voilà, on va continuer notre périple à Aigues-Mortes. Vous le voyez derrière nous, les remparts d'Aigues-Mortes. Eh bien, c'est notre prochaine visite. Chauffage et énergie renouvelable, Languedoc Géothermie, leader sur le marché, répond à toutes vos questions. Technologie, crédit d'impôt, études personnalisées. Nos spécialistes sont à votre disposition pour vous apporter les solutions du chauffage économique et environnemental. Languedoc Géothermie, concessionnaire exclusif Sofat 04 67 29 55 11. Ce système me permet de faire des très grosses économies d'énergie. À l'année, je paye 200 € d'électricité pour un chauffage qui chauffe très bien toute l'année. Say what I think, say what I think, say what I think. I'm a complete individualist. I'm against communism, capitalism, fascism, Nazism. I'm against everything and everybody. I hate my fellow man, and he hates me. I've often wondered what it would be like to be happy 24 hours a day. Let me warn you that I say what I think, say what I think, say what I think. I'm a complete individualist. I'm against communism, capitalism, fascism, Nazism. Allez, on poursuit notre visite maintenant pour un tour des remparts avec un guide qui va nous expliquer cette magnifique forteresse qui entoure Aigues-Mortes. Let me warn you that I say what I think, say what I think, say what I think. I'm a complete individualist. I'm against communism, capitalism, fascism, Nazism. I'm against everything and everybody. I hate my fellow man, and he hates me. I've often wondered what it would be like to be happy 24 hours a day. 24 hours a day. 24 hours a day. Vous êtes toujours dans Territoire pour cette émission consacrée à Aigues-Mortes. Nous voici au pied des remparts en compagnie de Patrick Florençon qui est historien. Bonjour. Bonjour, oui, bienvenue à Aigues-Mortes. Alors ce site n'est pas géré par la ville d'Aigues-Mortes, est-ce que vous m'expliquiez? Non, ce site est géré et entretenu par le Centre des Monuments Nationaux. Et Aigues-Mortes fait partie des plus anciens monuments classés monuments historiques. Vous allez donc nous parler de la magnifique tour que l'on voit derrière nous, puis en généralité de la ville d'Aigues-Mortes, de son histoire. Eh bien, c'est en 1241 que Saint-Louis, enfin Louis IX, est venu jeter son dévolu sur le territoire d'Aigues-Mortes, un territoire assez exigu et assez mal placé au milieu des étangs, d'où le nom d'Aigues-Mortes, et a entrepris une série de travaux. D'abord la grande tour qui est derrière moi, qui est un donjon et un châtelet, placé à l'entrée d'un ensemble castral occupant l'actuel château du gouverneur, le logis du gouverneur, mais qui a été détruit pendant la guerre de 100 ans. Cet ensemble a été placé au nord de la ville et protégeait la ville contre d'hypothétiques assaillants venus du nord, principalement. C'est de là que devait venir le danger. Mais à l'ombre de cette tour, la ville est née petit à petit de la faveur du roi, puisque dès 1246, la ville était dotée d'une charte de privilèges particulièrement importante et qui a attiré très rapidement une forte population autour de la place, désormais la place Saint-Louis. Par quoi va-t-on commencer la visite? Alors nous allons commencer par ce qui reste de plus ancien dans le territoire d'Aigues-Mortes, à savoir la tour de Constance, qui a été édifiée entre 1241 et 1248 et qui a très certainement été occupée au moins quelques jours par Saint-Louis en 1248 lors de son départ pour sa première croisade, puisque nous savons que certains actes, certains courriers ont été datés depuis la chambre haute du monument, dans laquelle nous allons nous retrouver dans quelques instants. D'accord, nous allons y aller. Nous voici dans le cœur de la tour. Vous pouvez nous en parler plus en détail? Quelle est cette pièce? Nous sommes donc dans le plus ancien monument d'Aigues-Mortes, la tour de
grosse tour du roi, qui a la particularité d'être un donjon parfaitement cylindrique, qui est la marque même des rois de France depuis Philippe Auguste. Seuls les rois de France construisant des donjons ronds, les autres seigneurs construisant des donjons rectangulaires ou carrés, par privilège. Et donc, dans un édifice qui marque toute la puissance de la royauté capétienne sur le littoral méditerranéen, par ses dimensions, 30 mètres de haut, un diamètre de 22 mètres, une épaisseur de mur de 6 mètres, un clocheton au-dessus, enfin une tourelle au-dessus qui mesure encore 11 mètres, donc un bâtiment massif, royal, qui protège l'entrée du château du roi qui était placé de l'autre côté et qui sert en quelque sorte de sas entre la campagne qui est du côté nord et le château à l'entrée de la ville. Une construction qui a nécessité d'énormes travaux puisque ce monument colossal repose sur un sol qui est relativement peu stable. Nous sommes sur un vieux cordon littoral, donc un sol plutôt sableux. Et pour consolider la construction, il a été nécessaire d'installer des pilotis sous le sol, coupés dans les forêts environnantes, sur lesquels on a placé une dalle sur laquelle elle-même repose la tour dans toute son élévation. Alors, on a une tour qui est assez imposante, avec un système défensif qui est remarquable pour l'époque, avec des archères, avec un système de double assommoir au nord, simple au sud, et avec 3-4 niveaux, un cul de basse-fosse qui servait très certainement à renfermer les provisions, aussi bien de bouche que les armes et le bois. Un puits caché dans une des murailles et un puits d'eau douce, quelques placards dans lesquels les soldats rangeaient leurs armes habituelles et un four utilisé aussi bien par les occupants de la tour que par certainement une partie de la population. Alors c'est un décor qui plus que militaire est une expression de l'art gothique de ce milieu du XIIIe siècle, oui, avec ce plafond voûté à 12 quartiers dont les colonnes reposent, enfin les ogives, pardon, les arêtes reposent successivement sur des colonnettes et sur des culots, colonnettes et culots étant ornés de chapiteaux représentant des motifs floraux, ce qui est assez ordinaire à cette période-là. Dernier élément défensif de cette salle, la galerie ou la coursière qui court dans la dernière partie du plafond et qui permettait aux défenseurs de la ville de défendre depuis ce demi-étage tout envahisseur. L'envahisseur se trouvant ici se retrouvait dans un piège puisqu'il n'y a aucun endroit où il pouvait se cacher. Sachant que la cheminée que nous avons derrière nous n'est qu'une amélioration, entre guillemets, due à des architectes de la fin du XIXe siècle, puisqu'elle a été mise en place en 1863. Alors de nombreuses réfections dans cette tour et une bien plus récente puisqu'il y a un ascenseur à l'intérieur de la tour. Oui, eh bien, en 1985, on était contraint, enfin disons, amené à construire un ascenseur de façon à pouvoir offrir la vue des étages aux personnes à mobilité réduite. C'est une chose qui ne se fait plus dans les monuments, mais qui à l'époque s'est fait. Et on a eu la chance de découvrir lors de ces travaux un objet qui était enfoui dans les murailles d'Aigues-Mortes, à savoir une petite truelle du XIIIe siècle, qui était bien abîmée, mais qui a été conservée. Nous quittons la tour de Constance pour quelques instants. Nous allons faire une petite halte à l'Office de tourisme et à la chapelle des Capucines, place Saint-Louis, pour une exposition intitulée La Bouvine dans tous ses états, rencontre avec l'organisateur et initiateur de cette magnifique exposition qui regroupe de nombreux peintres et sculpteurs. On se retrouve juste après pour poursuivre notre visite de la tour de Constance et des remparts d'Aigues-Mortes. Alors nous voici au cœur de l'exposition La Bouvine dans tous ses états, à l'initiative Jean-Pierre Spiraud. La Bouvine dans tous ses états, un titre évocateur avec de nombreux peintres. Voilà, non seulement des peintres, mais des sculpteurs, des photographes, même des sculpteurs de bois flotté. Et dans tous ces états, pourquoi ? Parce que justement, il y a la peinture, il y a tous ces moyens d'expression, il y a même de la vidéo. Et c'est tous les états par lesquels on peut montrer la beauté de la Bouvine.
Alors les peintres, ils sont plus de 15 peintres, sculpteurs et autres. Bon, je vais citer comme ça, par exemple, Claude Vialin, qui est ultra connu et qui a eu la gentillesse de nous faire l'affiche de l'exposition, Alain Clément, Hélène Arnal, qui a fait des masques de taureaux qui ont un succès absolument considérable, Sauvageol, Christian Soulier, qui est très intéressant dans la mesure où il a fait justement ces fameuses sculptures à partir de bois flottés, et on voit dans les bois qui flottent dans la mer, mais il y a des taureaux qui se promènent. Et puis tant d'autres, et j'oublierai pas Michel Naval, le photographe bien connu que tous les fans de Bouvines retrouvent dans différents journaux consacrés à nos bios. Voilà. Alors Jean-Pierre Spiro, vous êtes adjoint à la culture et à la tradition à la ville d'Aigues-Mortes. C'est vous qui êtes à l'initiative de cette exposition. Comment est née l'idée ? L'idée est née sur le fait que un bruit comme ça, curieux court, que les Aigues-Mortais n'aiment pas les taureaux. Alors en réaction à ce bruit, on a voulu montrer le contraire. Certes, pour le moment, nous n'avons plus d'arène. Nous avons une fête votive qui attire toute la région, où déjà les taureaux, les chevaux et toute la bouvine sont bien présents. Mais le reste du temps, on n'avait rien. Donc on s'est dit, on va faire un printemps de la bouvine. Et ce printemps de la bouvine s'est déroulé pendant 2 jours sur les remparts sud, avec la réunion vraiment de tous les clubs taurins d'Aigues-Mortes, j'insiste là-dessus, le comité des fêtes et même le cercle des chasseurs qui se sont investis là-dedans. Et puis tout ça pour inaugurer cette exposition. Et je voudrais surtout rendre hommage, car cette exposition n'aurait pas été faisable sans Patrick Siméon. Patrick Siméon est un vieux copain, je suis un fou de Bouvines. J'ai connu Patrick Raseteur, je connais bien ses frères, Jackie, Raymond en particulier. Et c'est grâce à Patrick que cette exposition a pu être montée. C'est lui qui a réussi à fédérer tous ces peintres. C'est lui qui a demandé à ces peintres de créer des œuvres spécialement pour cette expo, ainsi que les sculpteurs. Et merci Patrick. Terrasse avec une vue splendide tout autour de la ville. Tout autour de la ville qui permet de comprendre pourquoi Saint-Louis est venu s'installer dans ce petit coin de Camargue pour installer une ville aussi importante avec un port. Tout simplement, il suffit de regarder la géographie politique de l'époque et on voit que Saint-Louis n'avait pas grand choix en fait. Si l'on considère que là où se trouve ce château d'eau, s'écoulait à cette époque-là le Rhône, un cours du Rhône qui servait de limite et de frontière entre la Provence, Camargue-Provence, et le Languedoc, la Provence étant à cette période-là partie intégrante du Saint-Empire romain germanique, donc on est à l'étranger. Et de l'autre côté, si on voit les pyramides de la Grande Motte, jusqu'à cette zone-là s'étendent les possessions du seigneur de Montpellier. Or, au début du XIIIe siècle, en 1204, Jacques Ier d'Aragon épouse Marie de Montpellier et devient à la fois roi d'Aragon, comte de Barcelone et seigneur de Montpellier. Donc ces possessions arrivent jusqu'ici. Ce qui fait que Saint-Louis ne dispose que d'une étroite fenêtre dans laquelle installer un pion symbolique et conséquent qu'est la tour de Constance et son port qui veut vastement ouvert sur la Méditerranée et dont il va mettre tout en œuvre, pour lequel il va mettre tout en œuvre pour le relier au reste du royaume. Alors c'est vers le nord que l'on peut examiner cette situation avec, dès le règne de Saint-Louis, la mise en place de canaux qui partent l'un en direction du Rhône et l'autre en direction de Montpellier via l'étang de Moguio et qui permettent de mettre la ville en communication avec les plus grands axes de commerce qui existent dans la région. Montpellier, certes, mais le Rhône avec Arles, Lyon et puis au-delà, tout ce que la France compte de foires, notamment en Champagne. Donc des infrastructures qui sont très très conséquentes et très rapidement mises en place. Depuis ce promontoire, on a la chance également d'avoir un point de vue sur la région qui est assez exceptionnel, puisque d'ici on peut voir la mer derrière le cordon littoral sur lequel se pose le Grau-du-Roi. Mais en regardant vers le nord, si vous examinez à l'horizon là-bas, vous voyez une ligne de construction blanche, et bien c'est tout simplement Nîmes qui se trouve à 50 km d'ici et que l'on voit très bien par temps clair comme aujourd'hui. De même que Vauvert, les petits villages de la Vaunage et jusqu'au Pic Saint-Loup. Et par très beau temps, on voit d'ici, on voit jusqu'au Mont Ventoux. Donc une place, un observatoire
fabuleux pour les gens du roi qui étaient amenés à scruter l'horizon à la découverte ou à la recherche d'ennemis potentiels. Mais également possibilité de voir le large, puisqu'on a perdu un petit peu parce que les étangs se sont comblés, puis parce que des forêts se sont développées, on a perdu cette distance qu'il y a entre la mer et nous. Et il faut savoir que les navires qui croisaient au Moyen-Âge au large d'Aigues-Mortes étaient suffisamment imposants, suffisamment hauts en mâture et en voilure, que ces bateaux venant d'Orient parfois et croisant jusqu'à l'Espagne étaient visibles d'ici, ce qui permettait aux hommes du roi de temps en temps de les arraisonner pour leur faire payer la taxe du port. On peut peut-être évoquer le nom de cette ville d'Aigues-Mortes. La ville aux eaux mortes, c'est au milieu des marais que Saint-Louis a installé sa ville. Alors des marais qui étaient beaucoup plus importants que ceux qui sont en place aujourd'hui, mais qui étaient un système assez bien étudié pour mettre la ville elle-même à l'abri des assauts, des tempêtes, de la mer. Et donc la ville se trouve à l'intérieur d'un réseau qui est en partie naturellement, en partie artificiellement, relié à un autre réseau d'étangs un petit peu plus méridional et qui, dernier étang, s'ouvre largement sur la mer au XIIIe siècle déjà. Le cordon littoral existant à cette époque-là, il ne faut pas croire que, comme souvent on l'a entendu dire ou rapporter, que la mer battait les remparts sud de la ville, ça n'a jamais été le cas. Mais par l'intermédiaire de ces différents espaces en eau morte, on arrivait jusqu'à l'eau vive que représentait la mer. Aigues-Mortes, ses remparts, sa tour, la mer et les étangs autour, c'est aussi ici que se tient la fête médiévale. On revient sur l'une de ces manifestations majeures où la fête et les costumes sont de mise. Il y a 8 siècles, à Aigues-Mortes, embarqua le roi Saint-Louis pour mener la 7e croisade. Pendant le temps d'un week-end, la cité lui rend hommage avec une reconstitution historique. Les rues de la ville retrouvent ses ambiances du Moyen-Âge, avec son marché médiéval, ses troubadours et ses chevaliers. Je suis déguisé en chevalier de la table ronde. Il fait pas trop chaud là sous cet habit? Très très chaud. Mais bon, c'est l'été, c'est Aigues-Mortes, donc c'est bien. Des scènes de la vie du Moyen-Âge, des grands défilés et des combats de chevaliers complétaient ce vaste tableau historique. Après 3 jours de fêtes et de spectacles, la cité retrouvait peu à peu son calme et les preux chevaliers profitaient d'un repos bien mérité. Nous avons quitté la tour de Constance pour nous rendre bien évidemment sur les remparts qui eux ont été édifiés après la tour. Oui, en effet, bien après la tour, puisque Saint-Louis avait prévu de construire les remparts, puisqu'en 1261, il mit en place une taxe sur le commerce local, de façon à pouvoir financer les remparts. Mais il n'a pas pu les voir, puisque les travaux ont été reportés. Et en fait, les véritables débuts de construction des remparts commencent en 1272, lorsque Philippe III, le fils de Saint-Louis, confie la tâche à un Génois, Guillaume Boccanegra, de ceindre la ville de remparts de façon à la protéger contre les assauts ou contre le vent et le sable qui s'accumule ici. Et il aura fallu près de 30 ans, un petit peu plus de 30 ans, pour clore complètement la ville, édifier les 1643 mètres de remparts avec tous les ouvrages qui la composent, à savoir les fameuses 10 portes d'Aigues-Mortes, 5 grandes et 5 petites, 3 tours d'angle et 3 tours de flanquement sur le côté nord, de façon à bien protéger le côté nord, ouvrir davantage le côté sud qui était l'endroit où se trouvait le port et les affaires commerciales, donc on ouvre un petit peu plus de ce côté-ci. L'ouvrage est terminé, pour être bien terminé, il est doté de la tour Carbonnière qui est à quelques kilomètres au nord, en direction du nord et de Nîmes, qui constitue le poste avancé de la ville. Mais si ces travaux ont été terminés, si nous voyons exactement ou presque ce que
Philippe III et Philippe IV le Hardy ont mis en place, il nous en manque un morceau. Il nous manque la partie supérieure du rempart, puisque les trous que l'on voit sur le long de la courtine nous laissent penser que toute cette courtine était protégée par des hourds, autrement dit des constructions en tuiles et en pierre qui surplombaient le rempart, protégeaient les défenseurs et permettaient aux défenseurs de passer au-delà du rempart pour protéger immédiatement le pied du rempart en cas d'attaque et d'installation d'échelles par les assaillants. Alors ce qui nous manque aussi, c'est les toitures, puisqu'on sait par la miniature que les tours, peut-être pas toutes, mais au moins certaines d'entre elles étaient couvertes de toitures. Alors, ces toitures ont disparu, elles ont été visiblement entretenues jusqu'au XVIIIe siècle, mais à partir de cette époque-là, l'armement ayant beaucoup évolué, leur nécessité ne se faisait plus sentir et donc on les a laissées se détruire d'elles-mêmes, ce qui fait que nous n'avons plus les hourds qui protégeaient les soldats du Moyen-Âge. Du coup, les remparts sont moins hauts qu'à l'origine. Ils sont un petit peu moins hauts que d'origine, puisqu'il faut imaginer un espace à peu près de 3-4 mètres au-dessus du rempart pour pouvoir protéger ces soldats qui étaient placés sur les courtines. C'est avec une petite larme que nous allons quitter la magnifique cité d'Aigues-Mortes. Une prochaine aventure nous attendait la semaine prochaine dans Territoire pour découvrir un autre village ou encore d'autres thématiques. Je vous souhaite une bonne semaine sur notre chaîne et vous retrouve dès la semaine prochaine. N'oubliez pas que vous pouvez revoir l'émission sur le site www.telemiroir.com. Bonne semaine à tous et à jeudi prochain.